Elle était invisible pour la ville, habituée à survivre entre les ruelles, les cartons et les silences. Mais ce jour-là, en voyant un garçon en danger, elle décida d'agir avec ce qu'elle avait, du courage et de l'empathie. Avec courage et intelligence, elle protégea l'enfant, dévoila un plan cruel et affronta une société qui l'avait toujours ignoré. Si vous aimez les belles histoires, veuillez vous abonner à notre chaîne et commenter d'où vous venez, nous continuons. À Montmartre, dans les ruelles pentues où les touristes ne s'aventurent guère, Élodie Lacroix avait fait de l'ombre des immeubles son refuge depuis presque 2 ans. À 16 ans, elle connaissait chaque recoin de ce quartier bohème de Paris comme sa poche. Elle savait où trouver un abri quand la pluie tombait sans merci, quels cafés jetaient leur pain rassis plutôt que de le jeter directement à la poubelle, et quel passant était susceptible de laisser tomber une pièce dans sa main tendue sans lui adresser un regard rempli de jugement. Ce matin-là, comme tous les autres, Élodie s'était réveillée avant l'aube, blottie sous un auvent à l'arrière d'une boulangerie. L'odeur du pain frais lui avait chatouillé les narines, un réveil bien plus agréable que celui des balais des nettoyeurs de rue qui l'avaient chassée de nombreux endroits auparavant. Elle avait plié soigneusement le morceau de carton qui lui servait de matelas et avait rangé ses maigres possessions dans un sac à dos usé jusqu'à la corde. Son visage, encadré par des cheveux châtains qu'elle coupait elle-même avec un vieux ciseau, portait une maturité que seule la vie dans la rue pouvait forger. Ses yeux, d'un vert intense, contrastaient avec sa peau pâlie par les hivers rigoureux passés dehors. Malgré sa situation, elle gardait une dignité qui forçait l'admiration des rares personnes qui prenaient le temps de la remarquer. « Bonjour, François », dit-elle en passant devant le kiosque à journaux où un vieil homme arrangeait les quotidiens du jour. « Salut, petite. Tiens, prends ça », répondit-il en lui tendant un croissant légèrement écrasé. La livraison a été un peu chahutée ce matin. Élodie accepta avec gratitude ce petit déjeuner inattendu. C'étaient ces petits gestes qui lui permettaient de tenir, de croire encore qu'il existait une forme de bonté dans ce monde qu'il avait abandonné après la disparition de sa grand-mère, son unique famille. À quelques kilomètres de là, dans le 16e arrondissement, Mathieu Dufresne se préparait pour une journée qui s'annonçait comme toutes les autres dans sa vie privilégiée. À 14 ans, il fréquentait l'un des lycées les plus prestigieux de Paris. Son uniforme impeccable contrastait avec son visage maussade. Depuis que son père, Victor Dufresne, magnate de l'immobilier parisien, s'était remarié avec Céline Mercier 6 mois plus tôt, la vie de Mathieu avait changé du tout au tout. « Mathieu, dépêche-toi. Tu vas être en retard », lança Céline, depuis le bas de l'escalier monumental de leur hôtel particulier. La voix de sa belle-mère lui donna des frissons. Il y avait quelque chose chez cette femme qui le mettait mal à l'aise. Peut-être était-ce la façon dont elle souriait à son père, tout en lui lançant des regards froids quand celui-ci avait le dos tourné. Ou peut-être étaient-ce ses conversations téléphoniques qu'elle interrompait brusquement dès qu'il entrait dans une pièce. « J'arrive », répondit-il sans enthousiasme. En descendant, il trouva Céline en train de pianoter frénétiquement sur son téléphone. « Ton père est déjà parti pour Bruxelles. Il revient demain soir », annonça-t-elle sans lever les yeux de son écran. « J'ai une réunion importante cet après-midi, alors tu rentreras seul aujourd'hui. Je sais que d'habitude, Gérard vient te chercher, mais j'ai dû lui donner sa journée. » Mathieu fronça les sourcils. C'était la première fois qu'il devrait rentrer seul. Son père avait toujours insisté pour qu'il soit accompagné, surtout depuis quelques incidents d'agression près de son école. Mais papa dit toujours que « ton père n'est pas là », le coupa sèchement Céline avant d'adoucir son ton. « Et puis tu as 14 ans maintenant. Il est temps que tu apprennes à être un peu plus indépendant, n'est-ce pas? Le métro est parfaitement sûr. » Quelque chose dans le ton de Céline sonnait faux, mais Mathieu n'osa pas protester davantage. Après un petit déjeuner silencieux, il quitta la maison, son sac sur l'épaule. La journée passa lentement. À la sortie des cours, une pluie fine commença à tomber sur Paris. Mathieu hésita un moment sous le préau de l'école, observant ses camarades partir un à un, certains dans des voitures luxueuses, d'autres accompagnés par des nounous ou des parents attentionnés. Il finit par se résoudre à affronter la pluie. Le trajet habituel impliquait de prendre la ligne 9 du métro, mais Mathieu se rappela qu'il y avait des travaux sur cette ligne. Il décida de couper par les petites rues pour rejoindre une autre station. C'est alors que sa journée bascula, complètement. Alors qu'il marchait dans une ruelle étroite,
un homme à moto s'arrêta brusquement à sa hauteur. Le visage à moitié dissimulé par un casque, l'homme tendit la main vers lui. « Hé, gamin, ton téléphone et ton portefeuille, vite !» Mathieu resta figé sur place, le cœur battant à tout rompre. L'homme fit mine de sortir quelque chose de sa poche et la panique submergea le garçon. Il lâcha son téléphone qui tomba au sol dans une flaque d'eau, puis il s'enfuit en courant, sans réfléchir, tournant au hasard dans le dédale des ruelles parisiennes. Il courut jusqu'à perdre haleine, ignorant la pluie qui s'intensifiait et trempait ses vêtements. Quand il s'arrêta enfin, essoufflé et tremblant, il réalisa qu'il s'était complètement perdu dans un quartier qu'il ne connaissait pas. Les immeubles haussmanniens élégants avaient laissé place à des bâtiments plus modestes, certains semblant abandonnés. Affolé et désorienté, Mathieu repéra un immeuble en rénovation dont la porte était entr'ouverte. Il s'y glissa pour se mettre à l'abri. L'intérieur était poussiéreux, jonché de matériaux de construction et de débris. Il se recroquevilla dans un coin, les genoux contre la poitrine, essayant de calmer sa respiration erratique. Sa cheville lui faisait mal. Il avait dû se tordre la cheville en courant. Pendant ce temps, Élodie avait passé sa journée comme à l'accoutumée, entre petits boulots et recherche de nourriture. Alors que la pluie commençait à tomber, elle se dirigea vers l'un de ses abris habituels, justement cet immeuble en rénovation où les travaux semblaient avoir été suspendus depuis des semaines. Elle s'immobilisa en entendant un bruit inhabituel. Quelqu'un sanglotait doucement. Prudemment, elle s'avança et découvrit un garçon recroquevillé dans un coin, trempé jusqu'aux os et tremblant de tous ses membres. « Hey !» dit-elle doucement, pour ne pas l'effrayer davantage. « Qu'est-ce que tu fais là ?» Mathieu sursauta, levant un visage terrifié vers cet inconnu. Élodie remarqua immédiatement ses vêtements de qualité, malgré leur état actuel, et son sac à dos de marque. « Tu t'es perdu ?» demanda-t-elle en s'approchant lentement. « J'ai été... On a essayé de me voler !» balbutia Mathieu, les dents claquant de froid et de peur. Élodie fronça les sourcils. Ce garçon n'était visiblement pas à sa place ici, dans ce quartier. C'est populaire de Montmartre, loin des beaux arrondissements. « Tu es blessé ?» demanda-t-elle en remarquant qu'il tenait sa cheville. Mathieu hocha la tête. « Je crois que je me suis fait mal en courant. » Élodie hésita un instant. Elle avait appris à se méfier de tout le monde, à ne compter que sur elle-même. Mais ce garçon semblait réellement en détresse, et quelque chose dans son regard perdu lui rappelait sa propre solitude. « Je m'appelle Élodie, » dit-elle finalement en s'asseyant à côté de lui, gardant tout de même une distance prudente. « Mathieu, » répondit-il d'une voix à peine audible. « Bon, Mathieu, on va d'abord te sécher un peu avant que tu n'attrapes une pneumonie, » déclara-t-elle en sortant de son sac un morceau de tissu propre qu'elle gardait précieusement. « Ensuite, tu me diras où tu habites et on trouvera un moyen de te ramener chez toi. » Alors qu'Élodie essayait de l'aider, Mathieu sentit une vague de soulagement le submerger. Pour la première fois depuis des heures, il se sentait un peu moins seul, un peu moins perdu dans cette ville immense qui, en l'espace d'un après-midi, était devenue un labyrinthe hostile. Dans l'immeuble abandonné, le temps semblait s'être arrêté. Élodie avait réussi à allumer une petite bougie qu'elle gardait toujours dans son sac pour les nuits où l'obscurité devenait trop oppressante. La flamme vacillante projetait des ombres dansantes sur les murs écaillés, créant une atmosphère presque irréelle. « Tu devrais enlever ta veste, elle est trempée », conseilla Élodie en fouillant dans son sac. « Tiens, mets ça. » Elle lui tendit un sweatshirt usé mais propre qu'elle avait récupéré dans un centre d'aide quelques semaines auparavant. Mathieu hésita un instant, puis accepta avec reconnaissance. Le vêtement était trop grand pour lui, mais il était sec et étonnamment chaud. « Merci », murmura-t-il encore sous le choc de sa mésaventure. Élodie examina sa cheville avec précaution. « Ce n'est probablement qu'une entorse légère. J'ai l'habitude, je m'en fais souvent en courant pour échapper aux agents de sécurité des supermarchés. » Elle sortit une bouteille d'eau et imbiba un bout de tissu pour nettoyer la boue qui s'était accumulée sur la blessure. Ses gestes étaient précis, méthodiques, comme si elle avait fait ça toute sa vie. « Tu vis ici ?» demanda Mathieu, regardant autour de lui avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Élodie eut un petit rire sans joie. « Pas exactement. Je vis un peu partout, là où je peux. C'est juste un de mes endroits quand il pleut. » Le silence s'installa entre eux,
ponctuée par le bruit de la pluie qui martelait les fenêtres brisées. Mathieu observait cette fille étrange qu'il avait secourue. Elle ne devait pas avoir beaucoup plus que son âge, et pourtant, elle semblait porter le poids du monde sur ses épaules. « Et toi, tu viens d'où exactement ?» demanda finalement Élodie. « Tes vêtements, ton sac, tu n'es clairement pas du quartier. » Mathieu baissa les yeux. « J'habite dans le 16e, avec mon père et ma belle-mère. »« Le 16e ? Tu es vraiment loin de chez toi, » constata Élodie. « Comment tu t'es retrouvé ici ?» Mathieu lui raconta alors sa journée, la décision inhabituelle de sa belle-mère de le laisser rentrer seul, l'agression dans la ruelle, sa fuite éperdue à travers des quartiers inconnus. Plus il parlait, plus il réalisait à quel point la situation était étrange. « D'habitude, mon père insiste pour que je sois toujours accompagné. C'est la première fois que Céline me laisse rentrer seule et comme par hasard... » Il s'interrompit, une pensée troublante traversant son esprit. Était-ce vraiment une coïncidence ? Ces derniers temps, il avait surpris des bribes de conversations téléphoniques suspectes, des regards étranges échangés entre Céline et des inconnus, et son père qui partait soudainement en voyage d'affaires. « Tu penses que ce n'était soit un hasard ?» demanda Élodie perspicace. Mathieu haussa les épaules, mal à l'aise. « Je ne sais pas, c'est juste que... Ma belle-mère est bizarre ces derniers temps. Et puis il y a ces appels qu'elle reçoit et qu'elle s'empresse de terminer, dès que j'entre dans la pièce. » Élodie fronça les sourcils. Elle avait appris à se méfier des coïncidences. Dans la rue, la paranoïa était souvent un mécanisme de survie. « Tu as un moyen de contacter ton père ?»« Mon téléphone est tombé quand j'ai été agressé, » répondit Mathieu découragé. « Et je ne connais pas son numéro par cœur, il est enregistré dans mes contacts. »« Et ta belle-mère ? Tu veux que je t'aide à la contacter ?» Une expression inquiète traversa le visage de Mathieu. « Non, je ne veux pas qu'elle sache où je suis. Pas tout de suite, j'ai besoin de réfléchir. » Élodie acquiesça lentement. Elle comprenait l'instinct de méfiance. « D'accord. De toute façon, il continue à pleuvoir des cordes. On peut rester ici jusqu'à ce que ça se calme un peu. » Pendant ce temps, dans le 16e arrondissement, la situation commençait à s'agiter dans la demeure des Dufresne. Marthe, la gouvernante qui s'occupait de la maison depuis plus de 20 ans, s'inquiétait de ne pas voir rentrer Mathieu. « Madame Dufresne, le jeune monsieur devrait déjà être rentré, » dit-elle en entrant dans le bureau où Céline était assise, les yeux rivés sur son ordinateur portable. Céline leva à peine les yeux. « Il est probablement passé chez un ami. Les adolescents sont si imprévisibles. »« Mais il prévient toujours quand il fait ça, » insista Marthe. « Et avec cette pluie, je pense que nous devrions appeler monsieur Dufresne. »« Ce ne sera pas nécessaire, » répliqua sèchement Céline. « Victor est en pleine négociation à Bruxelles, inutile de l'inquiéter pour rien. » Marthe n'était pas convaincue. Quelque chose dans l'attitude de Céline la mettait mal à l'aise. Elle décida de prendre les choses en main et commença à appeler les amis de Mathieu dont elle avait les numéros. Pendant ce temps, Céline s'éclipsa dans la salle de bain, verrouilla la porte et composa un numéro. « C'est moi, » dit-elle, à voix basse. Il s'est enfui. « Non, je ne sais pas où il est. Bien sûr que j'ai vérifié qu'il n'avait pas son téléphone avec lui. Pour qui me prends-tu ? Non, Victor ne sait rien encore. Écoute, Marcel, on s'en tient au plan. S'il ne réapparaît pas d'ici ce soir, on passe à la phase 2. » Elle raccrocha, le visage tendu. Les choses ne se déroulaient pas comme prévu, mais elle avait trop investi dans ce plan pour reculer maintenant. Dans l'immeuble abandonné, Élodie avait sorti de son sac une barre de céréales légèrement écrasée qu'elle avait partagée avec Mathieu. Ce n'était pas un festin, mais c'était mieux que rien. « Comment tu as fini, comme ça ?» demanda Mathieu après un moment de silence, désignant d'un geste vague leur environnement précaire. Élodie serait dit. Elle n'aimait pas parler de son passé, mais quelque chose dans les yeux de ce garçon perdu l'incitait à s'ouvrir un peu. « Ma grand-mère est tombée malade il y a 2 ans, » commença-t-elle doucement. « Elle était la seule famille qu'il me restait. Quand elle est partie, l'État a voulu me placer en foyer. J'y suis resté 3 semaines avant de m'enfuir. Ce n'était pas un endroit pour moi. » Elle n'entra pas dans les détails sordides de ce foyer où les plus âgés terrorisaient les plus jeunes, sous le regard indifférent du personnel débordé, où elle avait dû se battre chaque jour pour préserver le peu de dignité qui lui restait. « Et depuis, je me débrouille. Je fais des petits boulots quand je peux.
Je garde des chiens, je distribue des flyers, je fais la plonge dans des restaurants qui ne posent pas trop de questions. Ce n'est pas la vie rêvée, mais c'est ma vie. » Mathieu la regardait avec un mélange d'admiration et d'incompréhension. Comment pouvait-on survivre ainsi, sans filet de sécurité, sans certitude du lendemain? « Tu n'as jamais pensé à, je ne sais pas, demander de l'aide ?» Élodie eut un sourire amer. « À qui? Les services sociaux m'ont déjà laissé tomber une fois, et la plupart des gens préfèrent ne pas voir des filles comme moi. On dérange le paysage, tu comprends ?» La pluie commençait à s'atténuer dehors. Élodie se leva et s'approcha de la fenêtre. « Je pense qu'on peut y aller maintenant. Tu es sûr que tu ne veux pas que je t'aide à rentrer chez toi ?» Mathieu hésita. L'idée de retourner chez lui, de faire face à Céline, lui nouait l'estomac. Et s'il avait raison? Si elle était impliquée d'une manière ou d'une autre dans ce qui lui était arrivé? « Non, décida-t-il. Je veux d'abord comprendre ce qui se passe. Tu as un endroit où on pourrait, je ne sais pas, réfléchir à tout ça ?» Élodie le considéra longuement. Elle avait appris à ne faire confiance à personne, à ne s'attacher à rien ni personne. Aider ce garçon au-delà de ce qu'elle avait déjà fait représentait un risque. « Et pourtant, il y a un café pas loin d'ici, » dit-elle finalement. « Le patron me laisse parfois utiliser ses toilettes pour me rafraîchir. On pourrait y aller et tu pourrais appeler quelqu'un en qui tu as confiance. » Mathieu acquiesça, reconnaissant. Alors qu'ils se préparaient à quitter leur abri temporaire, un bruit de moteur les fit sursauter. Par la fenêtre, ils aperçurent une moto qui ralentissait devant l'immeuble, le conducteur scrutant les alentours, comme s'il cherchait quelque chose ou quelqu'un. « C'est lui !» souffla Mathieu, le visage blême. « C'est l'homme qui m'a agressé. » Élodie réagit instantanément. Elle éteignit la bougie d'un souffle et attira Mathieu vers le fond de la pièce, là où l'obscurité était la plus dense. « Ne bouge pas, ne fais pas de bruit, » murmura-t-elle, son cœur battant la chamade. Comment cet homme avait-il pu les retrouver? Était-ce une coïncidence ou les recherchait-il spécifiquement? Les questions se bousculaient dans l'esprit d'Élodie, mais une chose était certaine. Il n'était plus en sécurité ici. Blottis dans l'obscurité, Élodie et Mathieu retenaient leur souffle. Le bruit du moteur de la moto s'était arrêté, remplacé par le crissement de pas sur le gravier mouillé. L'homme semblait faire le tour de l'immeuble, s'arrêtant de temps à autre comme pour écouter. « Tu es sûr que c'est lui ?» chuchota Élodie, si bas que Mathieu dut tendre l'oreille pour l'entendre. « Certain, » répondit-il sur le même ton. « J'ai reconnu la moto et sa veste. » Élodie réfléchissait à toute vitesse. L'immeuble avait plusieurs sorties, dont une par l'arrière qu'elle utilisait souvent pour éviter les patrouilles de police. Si l'homme était seul, il pourrait peut-être s'échapper sans être vu. « Écoute-moi, » murmura-t-elle, en serrant le bras de Mathieu. « On va attendre qu'il s'éloigne. Un peu, puis on filera par la porte de service. Il y a un dédale de ruelles derrière, je les connais par cœur. Il ne pourra pas nous suivre avec sa moto. » Mathieu hocha la tête, essayant de maîtriser sa peur. Pour la première fois de sa vie, il se sentait totalement impuissant, dépendant entièrement d'une inconnue pour sa sécurité. Cette pensée, qu'étrangement, ne l'effrayait pas autant qu'elle aurait dû. Les minutes s'écoulèrent avec une lenteur insupportable, puis, enfin, ils entendirent le moteur redémarrer et s'éloigner progressivement. « Maintenant, » ordonna Élodie en se relevant, « suis-moi et ne fais pas de bruit. » Ils se glissèrent hors de leur cachette, traversant l'immeuble sur la pointe des pieds. Élodie guidait Mathieu d'une main ferme, évitant habilement les débris et les trous dans le plancher que ses yeux habitués à l'obscurité repéraient instantanément. Ils atteignirent une porte métallique rouillée qui s'ouvrit dans un grincement sinistre. « Vite !» dit Élodie en l'entraînant dans une ruelle étroite. Ils coururent pendant ce qui sembla une éternité à Mathieu, tournant et retournant dans un labyrinthe de passages, s'enfonçant toujours plus profondément dans le ventre de Paris. Sa cheville le faisait souffrir, mais l'adrénaline l'aidait à ignorer la douleur. Finalement, Élodie ralentit le pas, puis s'arrêta complètement devant une petite porte verte ornée d'une enseigne défraîchie, « Chez Raymond, café. »« On est arrivé, » annonça-t-elle, légèrement essoufflée. « Raymond est un ami. Il nous laissera nous reposer et réfléchir. » Le café était presque vide à cette heure de l'après-midi. Un vieil homme essuyait des verres derrière le comptoir, tandis qu'un couple de personnes âgées sirotait du café dans un coin.
L'ambiance était chaleureuse, malgré le mobilier usé et la décoration désuète. « Élodie !» s'exclama le vieil, homme en la voyant entrer. Son sourire se figea légèrement quand il aperçut Mathieu. « Tu as un ami ? Bonjour. »« Raymond, c'est Mathieu. Il a besoin d'aide. » Raymond les examina tous les deux d'un œil critique, puis hocha la tête. « La petite salle du fond est libre. Allez vous installer. Je vous apporte quelque chose de chaud. » Ils s'installèrent dans une alcôve discrète à l'arrière du café, à l'abri des regards. Raymond apparut quelques minutes plus tard avec 2 chocolats chauds fumants et une assiette de croissants. « Ils sont d'hier, mais toujours bons, » dit-il avec un clin d'œil, avant de les laisser seuls. Mathieu but une gorgée du chocolat chaud, sentant la chaleur se répandre dans tout son corps. Il n'avait pas réalisé à quel point il était frigorifié, jusqu'à ce moment. « Merci, » dit-il à Élodie. « Pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Élodie haussa les épaules, visiblement mal à l'aise face à sa gratitude. N'importe qui aurait fait pareil. « Non, » insista Mathieu. « La plupart des gens m'auraient ignoré, ou pire. Tu m'as aidé alors que tu n'avais rien à y gagner. » Un silence s'installa entre eux, plus confortable cette fois. Ils mangèrent les croissants avec appétit, reprenant des forces après leur fuite. « Il faut qu'on comprenne ce qui se passe, » dit finalement Élodie. « Ce n'est pas normal que cet homme te recherche. Tu es sûr que tu ne le connais pas ?» Mathieu secoua la tête. « Je ne l'avais jamais vu avant aujourd'hui, mais il y a quelque chose de bizarre. Ma belle-mère qui insiste pour que je rentre seul, alors que mon père a toujours été très strict là-dessus. Et puis cet homme qui apparaît comme par hasard. Tu penses que ta belle-mère pourrait être impliquée ?» Mathieu hésita, dit à voix haute. Cela semblait absurde, paranoïaque même. Et pourtant, ces derniers temps, elle a des comportements étranges, des appels mystérieux, des sorties inexpliquées. Et puis, il y a environ un mois, j'ai surpris une conversation entre elle et quelqu'un. Elle parlait d'un plan, de l'assurance et de l'argent. Sur le moment, je n'y ai pas prêté attention, mais maintenant... Élodie réfléchissait, les sourcils froncés. « Ton père est riche, c'est ça ?»« Très, » confirma Mathieu. « Il possède plusieurs immeubles dans Paris et sa société de développement immobilier est l'une des plus importantes de France. »« Et si ?» Élodie hésita, choisissant soigneusement ses mots. « Et si ta belle-mère essayait de mettre la main sur une partie de cet argent, peut-être en te faisant disparaître temporairement pour demander une rançon ?» Mathieu la regarda, horrifié. L'idée semblait tirée d'un mauvais film et pourtant, elle expliquait tellement de choses. « Il faut que je parle à mon père, » dit-il avec urgence. « Mais comment ? Je n'ai plus de téléphone et je ne peux pas retourner à la maison si Céline est impliquée. » Élodie réfléchit un instant. « Raymond a un téléphone qu'il me laisse parfois utiliser. Tu connais le numéro de ton père ? » « Non. » Mais une idée lui traversa l'esprit. « Je connais celui de Marthe, notre gouvernante. Elle travaille pour ma famille depuis toujours et je lui fais totalement confiance. » Élodie acquiesça et se leva pour aller parler à Raymond. Elle revint, quelques minutes plus tard avec un téléphone fixe à l'ancienne. Mathieu composa le numéro de Marthe, priant pour qu'elle réponde. Après plusieurs sonneries, une voix familière et inquiète lui parvint. « Marthe, c'est Mathieu. »« Mon Dieu, Mathieu !» La voix de la gouvernante était teintée de soulagement. « Où es-tu ? Nous sommes tous morts d'inquiétude. »« Je vais. Bien, je suis en sécurité, » la rassura-t-il. « Mais je ne peux pas rentrer pour l'instant. Écoute, Marthe, j'ai besoin que tu contactes papa. C'est important. Je pense que Céline... Je pense qu'elle prépare quelque chose de grave. » Un silence accueillit ces paroles, puis Marthe reprit d'une voix plus basse. « Je m'en doutais. Elle agit étrangement depuis ton départ. Elle a fait semblant de s'inquiéter quand j'ai insisté, mais il y a quelque chose qui ne va pas chez cette femme. Tu peux joindre papa ? Je vais essayer. Il est censé être à Bruxelles jusqu'à demain, mais je peux l'appeler sur son portable. Où es-tu exactement ? Je viendrai te chercher. » Mathieu hésita, jetant un regard à Élodie qui écoutait attentivement. « Je préfère ne pas le dire pour l'instant. Je ne sais pas jusqu'où va cette histoire. Dis simplement à papa de m'appeler à ce numéro dès que possible. » Après avoir raccroché, Mathieu se sentit étrangement calme, comme si le simple fait d'avoir partagé ses craintes avec Marthe avait allégé son fardeau. « Ta gouvernante. »« T'as l'air de tenir à toi, » remarqua Élodie. « Marthe est comme ma seconde mère, » confirma Mathieu avec un faible sourire. « C'est elle qui m'a pratiquement élevé après la disparition de ma mère.
Mon père était trop occupé à construire son empire. Qu'est-il arrivé à ta mère? Demanda doucement Élodie. Le visage de Mathieu s'assombrit. Elle a quitté mon père quand j'avais 5 ans. Elle vit quelque part en Australie maintenant avec son nouveau mari. Elle m'appelle pour mon anniversaire, parfois pour Noël, mais c'est tout. Élodie hocha la tête, comprenant cette blessure d'abandon, qu'elle connaissait trop bien. Le téléphone sonna, les faisant tous deux sursauter. Raymond décrocha, échangea quelques mots, puis fit signe à Mathieu. « C'est pour toi, petit. » Mathieu se précipita vers le comptoir et saisit le combiné. « Papa ?»« Mathieu !» La voix de Victor Dufresne était un mélange de soulagement et d'inquiétude. « Que se passe-t-il » ? Marthe m'a appelé en panique. Elle dit que tu as disparu et que tu accuses Céline de... je ne sais même pas quoi. « Papa, écoute-moi, » dit Mathieu, essayant de garder son calme. « Céline m'a délibérément envoyé rentrer seule aujourd'hui, alors que tu as toujours insisté pour que je sois accompagné. Sur le chemin, j'ai été attaqué par un homme à moto. J'ai réussi à m'enfuir, mais il me recherche activement. Et je pense que Céline est derrière tout ça. » Un silence pesant suivit ces paroles. « C'est une accusation très grave, Mathieu, » dit finalement Victor, la voix tendue. « Céline est ma femme. Tu es sûr de ce que tu avances ?»« J'ai entendu des conversations, papa. Elle parle d'un plan, d'argent, et tout est trop parfait. Tu pars en voyage, elle m'envoie seule pour la première fois et par hasard, je me fais agresser. » Un autre silence. Puis, la voix de Victor changea, devenant plus froide, plus calculatrice. La voix qu'il utilisait pour les affaires. « Où es-tu maintenant ?»« En sécurité, avec une amie. Reste où tu es. Je rentre immédiatement à Paris. Je vais contacter la police et leur expliquer la situation. Ne retourne pas à la maison et ne contacte pas Céline. Je t'appellerai sur ce numéro d'ici. Que j'arrive. » Après avoir raccroché, Mathieu retourna vers Élodie, le visage plus détendu. « Mon père rentre de Bruxelles. Il va contacter la police. » Élodie acquiesça, mais son expression restait préoccupée. « C'est bien, mais ça ne change pas notre situation immédiate. Cet homme est toujours à ta recherche et on ne sait pas s'il est seul. » Raymond s'approcha, de leur table, le visage grave. « Vous devriez voir ça, » dit-il en allumant la petite télévision accrochée au mur du café. Sur l'écran, une présentatrice au visage sérieux parlait devant une photo de Mathieu en uniforme scolaire. Le thé, fils de l'éminent homme d'affaires Victor Dufresne, a disparu cet après-midi en rentrant de l'école. La police privilégie la piste de l'enlèvement et lance un appel à témoins. Si vous avez vu ce jeune garçon. Mathieu et Élodie échangèrent un regard alarmé. Les choses venèrent de prendre une tournure inattendue. La télévision continuait de diffuser des informations sur la disparition de Mathieu. Céline Dufresne apparut à l'écran, le visage défait par l'inquiétude, une inquiétude qui sonnait fausse aux yeux d'Élodie. « Je supplie quiconque a vu mon beau-fils de contacter. »« Immédiatement la police, » déclara-t-elle d'une voix tremblante. « Mathieu, si tu nous regardes, sache que ton père et moi sommes terriblement inquiets. Rentre à la maison, mon chéri. » Raymond éteignit la télévision d'un geste brusque. « Cette femme ment comme elle respire, » grommela-t-il. « J'ai passé 40 ans derrière ce comptoir à observer les gens. Je sais reconnaître un menteur quand j'en vois un. » Mathieu fixait l'écran désormais noir, stupéfait par l'audace de sa belle-mère. « Elle fait comme si elle était innocente, et elle prétend que mon père est avec elle, alors qu'il est encore à Bruxelles. » « C'est intelligent, » admit Élodie. « Maintenant, si quelqu'un te voit et te reconnaît, il va appeler la police. Et, si la police te trouve, ils me ramèneront directement à Céline, » termina Mathieu, comprenant l'ampleur du piège. La situation venait de se compliquer considérablement. Non seulement il devait éviter l'homme à la moto, mais désormais toute la ville était à la recherche de Mathieu, pour le remettre entre les mains de celle qui avait orchestré sa disparition. « Il nous faut des preuves, » déclara Élodie, après un moment de réflexion. « Ton père ne pourra rien faire sans preuves concrètes contre Céline, sa parole contre la tienne. Et malheureusement, tu n'es qu'un adolescent qu'on pourrait accuser d'inventer des histoires pour attirer l'attention. » « Quelle preuve ? » ?»« Je n'ai rien. Peut-être pas directement, mais réfléchis. Tu as parlé de conversations téléphoniques suspectes, si on pouvait savoir avec qui elles communiquent. » Mathieu se redressa soudain. Son ordinateur portable. Elle ne s'en sépare jamais et je l'ai vu plusieurs fois vérifier ses emails. Si on pouvait y accéder, ce serait risqué,
intervint Raymond qui suivait leur conversation. Retournez. Dans cette maison serait comme se jeter dans la gueule du loup. Pas nécessairement, répliqua Élodie. Ses yeux brillaient d'une lueur déterminée qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps. Mathieu ne peut pas y aller, mais moi, personne ne me connaît. Élodie, non, protesta Mathieu. C'est trop dangereux. Si Céline te surprend, elle ne me surprendra pas, affirma Élodie avec une confiance qu'elle était loin de ressentir. J'ai passé 2 ans à me faufiler là où je n'étais pas censé être. Crois-moi, je sais comment devenir invisible. Raymond secouait la tête, désapprobateur. C'est de la folie, petite. Cette femme est dangereuse. C'est justement pour ça qu'il faut l'arrêter, insista Élodie. Mathieu, tu pourrais me faire un plan de ta maison. Les entrées, les sorties, l'emplacement du bureau de Céline. Malgré ses réticences, Mathieu comprenait qu'Élodie avait raison. Sans preuve, il ne pouvait rien faire. Il hocha la tête et demanda du papier à Raymond. Pendant qu'il dessinait le plan détaillé de la propriété, Élodie réfléchissait à son approche. Elle avait l'habitude de se faufiler dans des endroits interdits, supermarchés après la fermeture pour récupérer des invendus, immeubles luxueux pour dormir dans les caves chauffées pendant l'hiver. Mais jamais elle n'avait tenté quelque chose d'aussi risqué. Voilà, dit finalement Mathieu en lui tendant le plan. Notre maison est un hôtel particulier dans le 16e arrondissement. Il y a le portail principal, mais aussi une entrée de service à l'arrière que les livreurs utilisent. Élodie étudia le plan avec attention. Et le bureau de Céline? Au premier étage, 2e porte à droite après l'escalier principal. Son ordinateur portable est généralement sur le bureau ou dans le tiroir du haut, qui n'est jamais verrouillé. Et le mot de passe? Mathieu grimaça. Je ne le connais pas, mais elle a cette habitude bizarre de coller des post-it avec ses mots de passe sous son clavier. Elle pense que personne ne le sait. Élodie sourit. C'est déjà un début. Et qui d'autre vit dans la maison? Marthe, notre gouvernante, qui vit dans une petite aile à l'arrière. Il y a aussi Gérard, le chauffeur, mais il ne vient que lorsqu'on a besoin de lui. Et parfois du personnel temporaire pour les grands dîners, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Élodie hocha la tête, mémorisant chaque détail. Je vais y aller ce soir quand il fera nuit. Les gens sont moins vigilants dans leur propre maison après la tombée de la nuit. Raymond, qui avait écouté en silence, poussa un profond soupir. « Si tu es déterminé à faire cette folie, prends au moins ça, dit-il en lui tendant un petit appareil. C'est un vieux dictaphone. Tu pourras enregistrer tout ce que tu trouveras, au cas où tu n'aurais pas le temps de lire en détail. » Élodie accepta avec gratitude, touchée par la prévenance du vieil homme. « Et je vais te donner des vêtements plus appropriés, » ajouta-t-il. « J'ai encore les affaires de ma fille dans l'arrière-boutique. Vous faites à peu près la même taille. » Tandis qu'Élodie se préparait, Mathieu tentait de joindre son père sur le téléphone de Raymond, mais sans succès. Victor devait être en vol pour Paris, injoignable. « Tu es sûr de vouloir faire ça ?» demanda-t-il une dernière fois à Élodie quand elle revint, vêtue d'un jean sombre et d'un pull noir qui la rendait presque invisible dans la pénombre du café. « Non, » admit-elle avec un demi-sourire, « mais c'est la seule solution, et tu le sais aussi bien que moi. » La nuit était tombée sur Paris quand Élodie quitta le café, les instructions de Mathieu résonnant dans sa tête. Raymond avait insisté pour qu'elle prenne un repas chaud avant de partir et avait glissé quelques billets dans sa poche en cas d'urgence. Le trajet jusqu'au 16e arrondissement lui prit plus d'1 heure. Elle évita les transports en commun, préférant rester dans l'ombre, se méfiant des caméras et des patrouilles de police qui pourraient être à la recherche de Mathieu, et par extension, de quiconque l'accompagnait. L'hôtel particulier des Dufresne se dressait, imposant, dans une rue calme bordée d'arbres. Élodie observa la propriété de loin pendant près de 20 minutes, notant les allées et venues, les lumières qui s'allumaient et s'éteignaient. Elle repéra la fenêtre du bureau de Céline, éclairée, au premier étage. Se faufilant, par les jardins voisins, Élodie atteignit l'arrière de la propriété. Le mur n'était pas aussi haut qu'elle le craignait, et un arbre proche offrait un accès parfait. Avec l'agilité acquise par des années de débrouille, elle escalada le mur et se laissa tomber silencieusement de l'autre côté. Le jardin était vaste et bien entretenu, avec plusieurs massifs de fleurs qui offraient des cachettes idéales. Élodie s'y faufila, progressant lentement vers la maison. Une fenêtre au rez-de-chaussée était entr'ouverte, la cuisine, d'après le plan de Mathieu. Retenant sa respiration, elle se glissa à
l'intérieur. L'opulence de la demeure la frappa immédiatement. Marbre italien, boiseries précieuses, œuvres d'art au mur. Un monde à des années-lumière de sa réalité quotidienne. Se rappelant le plan, elle traversa la cuisine déserte, puis un couloir faiblement éclairé, avant d'atteindre l'escalier principal. Elle s'immobilisa, tendant l'oreille. Des voix lui parvenèrent d'une pièce proche, le salon probablement. « Ne comprends pas pourquoi Victor ne répond pas à mes appels », disait une voix féminine qu'Élodie identifia comme celle de Céline. Il devrait être inquiet pour son fils. « Monsieur Dufresne est peut-être en réunion, » répondit une autre voix, plus âgée, sans doute Marthe. « Les portables sont souvent interdits dans ces circonstances. »« Ou peut-être qu'il s'en fiche, » répliqua Céline avec amertume. « Ce ne serait pas la première fois qu'il fait passer ses affaires avant sa famille. » Élodie profita de leur conversation pour se glisser dans l'escalier, montant les marches une à une, évitant soigneusement celles qui pourraient grincer. Parvenue au premier étage, elle suivit le couloir richement décoré jusqu'à la deuxième porte à droite. Le bureau de Céline était une pièce élégante, aux murs tapissés de livres. Un bureau massif en bois sombre trônait près de la fenêtre et dessus, comme Mathieu l'avait prédit, se trouvait un ordinateur portable dernier cri. Élodie s'approcha sur la pointe des pieds et souleva délicatement le clavier. Un petit post-it jaune était collé en dessous, portant l'inscription Diam 2023. Elle alluma l'ordinateur, le cœur battant, et entra le mot de passe. L'écran s'illumina, révélant un fond d'écran montrant Céline et Victor lors de leur mariage. Élodie se mit immédiatement à fouiller dans les fichiers, cherchant quoi que ce soit de suspect. C'est dans la messagerie qu'elle trouva ce qu'elle cherchait, des échanges avec un certain MG parlant d'un plan, de l'enfant et de l'assurance. Dans le dernier message envoyé quelques heures plus tôt, MG écrivait « Le gamin s'est enfui, je le cherche encore. Si on ne le retrouve pas rapidement, on passe au plan B comme convenu. » Élodie sortit le dictaphone de Raymond et commença à enregistrer, lisant à voix basse les messages les plus compromettants. Elle photographia également l'écran avec le petit appareil photo jetable que Raymond lui avait donné. Soudain, elle entendit des pas dans le couloir. Se figeant sur place, elle éteignit rapidement l'écran sans fermer l'ordinateur et se glissa sous le bureau, le cœur battant à tout rompre. La porte s'ouvrit et Céline entra, suivie d'un homme qu'Élodie ne pouvait pas voir de sa cachette. « Je te dis que c'est en train de déraper, Marcel, » dit Céline, visiblement tendue. « La police est impliquée maintenant et Victor ne répond pas à mes appels. »« Calme-toi, » répondit une voix masculine. « Tout se passe comme prévu, le gamin a disparu, tu as alerté les médias en jouant la belle-mère éplorée. Quand Victor reviendra, tu lui annonceras qu'un ravisseur a contacté pour demander une rançon. Et si le gamin réapparaît avant et raconte ce qui s'est vraiment passé? »« Il ne réapparaîtra pas, » affirma Marcel, d'un ton qui glaça le sang d'Élodie. « Mes contacts le cherchent dans tout Paris. S'ils le trouvent, ils s'assureront qu'il ne puisse rien raconter à personne. » Sous le bureau, Élodie réalisa avec horreur que le dictaphone enregistrait toujours son petit voyant rouge brillant dans l'obscurité. Si l'un d'eux se penchait ou s'asseyait au bureau, elle serait découverte. Recroquevillée sous le bureau, Élodie retenait sa respiration. Ses doigts se refermèrent sur le dictaphone, étouffant la petite lumière rouge. Trahissante, le cœur battant à tout rompre, elle écoutait la conversation qui se déroulait à quelques centimètres d'elle. « Victor a appelé Marthe, » poursuivit Céline, sa voix trahissant une nervosité croissante. « Elle me regarde bizarrement depuis. Je crois qu'elle soupçonne quelque chose. » Marcel émit un rire sec. « Cette vieille bique n'est pas un problème. Une fois que nous aurons l'argent, tu pourras la renvoyer. »« Tu ne comprends pas, » insista Céline. « Victor lui fait confiance, bien plus qu'à moi. Si elle lui met des doutes dans la tête... » Élodie entendit des pas, puis le bruit d'un verre qu'on remplit. Céline devait se servir un verre d'alcool pour calmer ses nerfs. Tout ça ne serait pas arrivé si ton homme de main n'avait pas... « Laissez filer le gamin, » reprit Céline, accusatrice. Luc a paniqué. Il ne s'attendait pas à ce que le gosse s'enfuit comme ça. Mais ça n'a pas d'importance maintenant. La disparition est officielle, la presse est impliquée. Quand Victor rentrera, il sera tellement désespéré qu'il paiera sans poser de questions. Et ensuite, demanda Céline, comment justifierons-nous le retour de Mathieu? On le retrouvera traumatisé mais vivant dans un endroit public. Il sera
tellement secoué qu'il ne pourra pas témoigner de manière cohérente pendant des jours. D'ici là, nous serons loin avec l'argent. Sous le bureau, Élodie frémit. Ces gens étaient prêts à tout, et Mathieu n'était qu'un pion dans leur plan macabre. « Je dois retourner au salon avant que Marthe ne se doute de quelque chose, » dit Céline. « Reste ici et continue à coordonner les recherches. Je veux ce gamin retrouvé avant le retour de Victor. » Élodie entendit la porte s'ouvrir, puis se refermer. Mais contrairement à ce qu'elle espérait, les pas de Marcel ne s'éloignèrent pas. Au contraire, elle l'entendit s'asseoir dans le fauteuil du bureau, juste devant elle. Un frisson de terreur la parcourut quand elle vit ses jambes s'installer confortablement. Marcel alluma l'ordinateur portable, dont l'écran s'illumina instantanément puisqu'Élodie n'avait pas eu le temps de l'éteindre complètement. Elle ferma les yeux, s'attendant à ce qu'il donne l'alarme, en voyant que l'ordinateur était déjà déverrouillé. Mais il ne sembla pas s'en apercevoir, trop préoccupé par ses propres pensées. Elle l'entendit pianoter sur le clavier, probablement en train d'envoyer des messages à ses complices. Puis, le téléphone de Marcel sonna. « Oui ?» répondit-il sèchement. « Tu l'as trouvé ?»« Non, continue à chercher. Concentre-toi sur Montmartre et les quartiers environnants. Le gosse ne peut pas être allé bien loin à pied. Oui, je sais qu'il pleuvait. C'est pour ça qu'il a dû chercher un abri. Vérifie les cafés, les immeubles abandonnés, tout. » Un silence suivit pendant que son interlocuteur parlait. « Victor Dufresne rentre de Bruxelles ce soir, » reprit Marcel. « On n'a plus beaucoup de temps. Si on ne retrouve pas le gamin avant son retour, il faudra passer au plan B. »« Oui, exactement. On simule un enlèvement, on demande la rançon et on disparaît. Céline peut gérer ça, elle est assez bonne comédienne. » Il raccrocha en soupirant profondément. Élodie l'entendit se lever et faire quelques pas dans la pièce. Elle risqua un coup d'œil entre les pieds du bureau et vit qu'il se tenait devant la fenêtre, observant la rue en contrebas. C'était sa chance. Lentement, silencieusement, elle commença à se glisser hors de sa cachette, priant pour que le plancher ne grince pas. À cet instant précis, un bruit sourd retentit dans le couloir, suivi d'un cri étouffé. Marcel se retourna vivement et se précipita vers la porte, l'ouvrant à la volée. « Marthe, qu'est-ce que vous faites là ?» l'entendit demander d'un ton suspicieux. « Je cherchais madame », répondit la voix tremblante de la gouvernante. « J'ai trébuché, je suis désolé. »« Elle est au salon. Vous n'avez rien à faire à cet étage. »« Bien sûr, monsieur. Je descends tout de suite. » Élodie profita de cette diversion inespérée pour sortir complètement de sa cachette. Son regard balaya rapidement la pièce, cherchant une issue. La fenêtre était une option, mais la chute serait dangereuse. Elle remarqua alors une porte dérobée, partiellement dissimulée derrière une bibliothèque, probablement un accès de service comme Mathieu l'avait mentionné sur son plan. Sans hésiter, elle s'y dirigea, priant pour qu'elle ne soit pas verrouillée. À son grand soulagement, la poignée tourna sans résistance. Elle se glissa dans l'ouverture juste au moment où Marcel revenait dans le bureau. Elle se retrouva dans un étroit couloir de service, faiblement éclairé par des veilleuses au sol. D'après le plan de Mathieu, ce passage devait mener au quartier du personnel, puis à une sortie discrète donnant sur l'arrière de la propriété. Élodie avança rapidement, mais silencieusement, tous ses sens en alerte. Elle descendit un escalier de service, passa devant ce qui semblait être une lingerie, puis arriva devant une porte donnant sur l'extérieur. Elle l'ouvrit délicatement et se retrouva dans le jardin arrière. La nuit était tombée complètement maintenant, offrant une couverture d'obscurité bienvenue. Élodie longea le mur de la propriété, cherchant l'endroit par lequel elle était entrée. Soudain, une main se posa sur son épaule, la faisant sursauter violemment. « N'ayez pas peur !» chuchota une voix âgée. « Je suis Marthe. » Élodie se retourna pour faire face à la gouvernante, une femme aux cheveux gris et au visage ridé, mais aux yeux vifs et intelligents. « Vous êtes avec Mathieu, n'est-ce pas ?» poursuivit Marthe avant qu'Élodie ne puisse répondre. « Je vous ai vu sortir du bureau. Vous cherchiez des preuves contre Céline. » Élodie hésita, ne sachant si elle pouvait faire confiance à cette femme. « Mathieu m'a appelé, » expliqua Marthe, comprenant sa méfiance. « Il m'a dit qu'une jeune fille l'avait aidé. Ça ne peut être que vous. Je veux l'aider aussi. Cette femme est en train de détruire cette famille. »« Comment puis-je être sûr que vous n'êtes pas avec eux ?» demanda Élodie, prudente. « Si j'étais avec eux, j'aurais déjà appelé cet homme, Marcel. Au lieu de cela, j'ai créé une diversion pour vous permettre de vous échapper. » Elle sortit de sa poche un petit téléphone portable. « Tenez, j'ai pris celui-ci dans la chambre d'amis.
Personne ne saura qu'il manque. Vous pourrez contacter Mathieu et son père. » Élodie accepta le téléphone, touchée par ce geste de confiance. « Vous avez trouvé quelque chose ?» demanda Marthe. « Oui, » confirma Élodie en tapotant la poche où se trouvait le dictaphone. « Des emails, des conversations. Il prévoit de simuler un enlèvement pour extorquer de l'argent à M. Dufresne. » Marthe hocha gravement la tête. « Je m'en doutais. Cette femme n'a jamais aimé Mathieu. Elle voulait juste l'argent de Victor. » Des bruits de pas et des voix se firent entendre près de la maison. « Vous devez partir maintenant, » pressa Marthe. « Ils vont bientôt remarquer que quelque chose ne va pas. La porte du fond du jardin n'est pas verrouillée, j'y ai veillé. »« Venez avec moi, » proposa spontanément Élodie. « Ce n'est pas sûr pour vous ici. » Marthe secoua la tête avec un sourire triste. « Ma place est ici pour l'instant. Je dois surveiller Céline et ce Marcel. Et puis Victor aura besoin d'une alliée dans la maison quand il rentrera. Allez, filez maintenant. » Élodie serra brièvement la main de la vieille dame en signe de gratitude, puis se faufila jusqu'à la porte indiquée. Une fois dans la rue, elle courut sans s'arrêter pendant plusieurs pâtés de maison, s'assurant qu'elle n'était pas suivie. Quand elle fut certaine d'être en sécurité, elle sortit le téléphone que Marthe lui avait donné et composa le numéro du café de Raymond. « C'est moi, dit-elle dès que Raymond décrocha. « J'ai réussi, j'ai des preuves. »« Dieu merci, souffla le vieil homme. Mathieu était mort d'inquiétude. Reviens vite, la situation a changé ici aussi. »« Comment ça ?»« Le père de Mathieu est arrivé. Il est ici au café, et il n'est pas venu seul. Il y a un inspecteur de police avec lui. Un homme de confiance, apparemment. » Élodie sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. La police signifiait des questions, des explications à donner sur sa propre situation, mais elle n'avait pas le choix. « J'arrive », dit-elle simplement avant de raccrocher. Le trajet de retour lui sembla interminable. Chaque voiture qui ralentissait, chaque passant qui la regardait un peu trop longtemps, déclenchait en elle une vague de panique. Les paroles de Marcel résonnaient dans sa tête. « Mes contacts le cherchent dans tout Paris. » Lorsqu'elle arriva enfin devant le café de Raymond, elle remarqua une voiture noire aux vitres teintées garée devant. Prudente, elle fit le tour du bâtiment et frappa à la porte de service. Ce fut Raymond qui lui ouvrit, son visage s'illuminant de soulagement à sa vue. « Tu es revenu, » dit-il en la serrant brièvement contre lui. « Viens, ils t'attendent. » À l'intérieur, le café était fermé au public. Seules quelques lumières tamisées éclairaient la salle. 3 hommes étaient assis à une table. Mathieu, un homme d'une 40aine d'années au costume impeccable, qui devait être son père, et un autre homme plus âgé à l'allure sévère. Dès qu'il la vit, Mathieu bondit de sa chaise et se précipita vers elle. « Élodie, j'étais tellement inquiet. Tu as réussi ?» Elle hocha la tête, sortant le dictaphone de sa poche. « J'ai tout ce qu'il nous faut, les emails, les conversations. J'ai même entendu Céline et son complice discuter de leur plan. » Victor Dufresne s'était levé à son tour, dévisageant avec curiosité cette jeune fille qui avait risqué sa vie pour aider son fils. « Alors c'est toi, Élodie, » dit-il d'une voix grave où perçait l'émotion. « Mathieu m'a tout raconté. Comment tu l'as trouvé? Comment tu l'as protégé? Je ne sais pas comment te remercier. » Élodie, peu habituée à de telles marques de reconnaissance, haussa les épaules avec embarras. N'importe qui aurait fait pareil. « Non, » contredit doucement Victor. « Pas n'importe qui. Peu de gens auraient risqué leur sécurité pour un inconnu. » L'homme à l'allure sévère se leva à son tour. « Je suis l'inspecteur Moreau, » se présenta-t-il. « Monsieur Dufresne m'a contacté directement, en contournant les canaux officiels. Il avait peur que certains de ses contacts dans la police ne soient compromis par sa femme. » Il tendit la main vers le dictaphone. « Puis-je » Élodie le lui remit, et l'inspecteur l'activa. La voix de Céline emplit la pièce, discutant froidement du sort de Mathieu, comme s'il ne s'agissait que d'une transaction commerciale. Le visage de Victor se durcit au fur et à mesure que l'enregistrement se déroulait. Quand ce fut terminé, un silence pesant s'abattit sur la pièce. « C'est suffisant pour l'arrêter, » déclara finalement l'inspecteur Moreau. « Elle et ce Marcel. Complot, tentative d'extorsion, mise en danger d'un mineur. »« Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» demanda Mathieu, sa voix trahissant son anxiété. « Maintenant, » répondit l'inspecteur, « nous allons procéder à leur arrestation, mais discrètement. Je ne veux pas qu'ils soient prévenus et tentent de s'enfuir. » Il se tourna vers Élodie. « Merci, jeune fille. Ton courage a permis de déjouer un plan potentiellement tragique. » Élodie hocha la tête,
soudain épuisé par les événements de la journée. La réalité de sa situation lui revenait en pleine face. Une fois cette affaire résolue, elle retournerait à sa vie de misère dans les rues de Paris, tandis que Mathieu retrouverait son confort et sa sécurité. Comme s'il lisait dans ses pensées, Victor s'approcha d'elle. « Élodie, dit-il doucement, nous devons encore parler, toi et moi. Mais pas ce soir. Ce soir, tu as besoin de repos. Demain, quand tout cela sera terminé, nous discuterons de ton avenir. » Son avenir. Ces mots résonnèrent étrangement aux oreilles d'Élodie. Depuis la disparition de sa grand-mère, elle n'avait jamais osé penser au-delà du lendemain, trop occupée à survivre au jour le jour. L'aube se levait sur Paris, baignant les toits d'ardoise d'une douce lumière dorée. Élodie, assise sur le rebord de la fenêtre de la chambre d'hôtel où l'inspecteur Moreau les avait installés pour la nuit, observait la ville s'éveiller. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait dormi dans un vrai lit, avec des draps propres et un oreiller moelleux. Cette sensation de confort lui semblait presque irréelle, après des mois passés à dormir sur le béton froid ou dans des abris de fortune. La nuit avait été mouvementée. Après avoir écouté l'enregistrement d'Élodie, l'inspecteur Moreau avait organisé une opération discrète. Avec une équipe réduite d'agents de confiance, il s'était rendu à la résidence des Dufresne. Céline et Marcel avaient été arrêtés sans résistance, trop choqués par cette intervention inattendue pour réagir. Marthe, fidèle à sa parole, avait facilité l'entrée des policiers et fourni des informations supplémentaires qui avaient permis de retrouver d'autres complices, dont l'homme à la moto qui avait terrorisé Mathieu. Victor et Mathieu avaient été conduits dans un hôtel discret du centre de Paris pour éviter les journalistes qui ne manqueraient pas de s'intéresser à cette affaire sensationnelle impliquant l'une des familles les plus en vue de la capitale. À la surprise d'Élodie, Victor avait insisté pour qu'elle les accompagne, refusant catégoriquement de la laisser retourner dans la rue. « Tu as sauvé mon fils », lui avait-il dit simplement. « Je ne t'abandonnerai pas. » Des coups légers frappés à sa porte la tirèrent de ses pensées. Elle quitta son poste d'observation et alla ouvrir. C'était Mathieu, déjà habillé, l'air reposé malgré les événements traumatisants de la veille. « Bonjour, dit-il avec un sourire timide. « Papa nous attend pour le petit déjeuner dans sa suite. Tu viens ?» Élodie acquiesça, soudain consciente de son apparence. Elle portait toujours les vêtements que Raymond lui avait donnés, froissés après la nuit agitée. Ses cheveux qu'elle avait lavés dans la luxueuse salle de bain de sa chambre étaient emmêlés, n'ayant pas vu de brosse depuis des semaines. « Ne t'inquiète pas, tu es parfaite, » dit Mathieu comme s'il lisait dans ses pensées. « Et puis, Marthe a apporté quelques affaires pour toi ce matin. » Il lui tendit un sac contenant des vêtements simples mais neufs, un jean, un t-shirt, un pull léger et des sous-vêtements encore étiquetés. « Merci, » balbutia Élodie, touchée par cette attention. « Je me change et j'arrive. » Quelques minutes plus tard, vêtue de ses nouveaux habits qui lui allaient étonnamment bien, elle rejoignit Mathieu dans le couloir. Il la guida jusqu'à la suite de son père, une vaste chambre avec un salon attenant où un copieux petit déjeuner était dressé. Victor Dufresne était au téléphone, parlant à voix basse, mais il raccrocha dès qu'il les vit entrer. « Bonjour. »« Les enfants, » dit-il avec un sourire fatigué. « Asseyez-vous, servez-vous. Nous avons beaucoup à discuter. » Ils prirent place autour de la table. Élodie contempla avec des yeux émerveillés l'abondance de nourriture. Viennoiseries fraîches, frais coupés, yaourt, jus de fruits pressés. Son estomac gronda bruyamment, lui rappelant qu'elle n'avait pas mangé correctement depuis bien longtemps. « N'hésite pas », l'encouragea Victor en remarquant son hésitation. « Tout est pour nous. » Pendant qu'ils mangeaient, Victor leur expliqua la situation. Céline et Marcel avaient été placés en garde à vue. Ils étaient en train de passer aux aveux, chacun essayant de rejeter la faute sur l'autre. L'inspecteur Moreau m'a assuré qu'avec les preuves que tu as recueillies, Élodie et leurs propres déclarations, ils seront inculpés sans problème. Céline a déjà demandé un avocat et parle de plaider la manipulation psychologique par Marcel. « Et pour nous ?» demanda Mathieu. « Est-ce qu'on va devoir témoigner au procès ?» Victor secoua la tête. « J'ai discuté avec mon avocat. Étant donné ton âge et les circonstances, il est probable que ton témoignage sera recueilli par un juge en privé, sans confrontation directe avec les accusés. Quant à toi, Élodie, » il s'interrompit, semblant chercher ses mots. « Quant à moi, je retourne dans la rue,
compléta-t-elle résignée. Je comprends. J'ai fait ce que j'avais à faire. Non, corrigea Victor d'une voix ferme. Ce n'est pas du tout ce que j'allais dire. Au contraire, j'aimerais te proposer quelque chose, Élodie. Mais avant, j'ai une question. As-tu de la famille, quelque part? Quelqu'un qui pourrait s'inquiéter pour toi? Élodie secoua la tête. Ma grand-mère était ma seule famille. Elle est partie il y a 2 ans. Depuis, je suis seul. Victor échangea un regard avec son fils, puis prit une profonde inspiration. Dans ce cas, voici ma proposition. J'aimerais que tu viennes vivre chez nous. Pas temporairement, pas comme une invitée de passage, mais comme un membre à part entière de notre famille. Élodie le regarda stupéfaite, certaine d'avoir mal entendu. « Je ne comprends pas, dit-elle finalement. Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne me connaissez même pas. Je connais l'essentiel, répondit doucement Victor. Tu as risqué ta propre sécurité pour sauver mon fils, alors que rien ne t'y obligeait. Tu as fait preuve d'un courage et d'une intégrité que beaucoup d'adultes n'ont pas. Et surtout, Mathieu te fait confiance. C'est suffisant pour moi. Mais, légalement, je peux devenir ton tuteur légal si tu es d'accord. J'ai déjà contacté un avocat spécialisé en droit de la famille ce matin. Avec ton consentement et étant donné ta situation, la procédure pourrait être relativement simple. Bien sûr, il y aura des entretiens avec des assistants sociaux, des évaluations, mais je m'occuperai de tout. Élodie resta silencieuse, submergée par l'émotion. C'était trop beau pour être vrai. Des années de méfiance et de désillusion l'avaient habituée à ne jamais croire aux solutions miraculeuses. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle finalement. « Si je ne m'adapte pas à votre vie, à votre monde? Alors nous trouverons d'autres solutions, » affirma Victor. « Mais nous ne t'abandonnerons pas, Élodie, je te donne ma parole. » Mathieu, qui était resté silencieux jusque-là, prit enfin la parole. « S'il te plaît, dis oui, » plaida-t-il. « Notre maison est immense. Tu auras ta propre chambre. Et Marthe t'adore déjà. » Élodie ne put s'empêcher de sourire devant son enthousiasme. Elle regarda tour à tour le père et le fils, cherchant dans leurs yeux une trace de duplicité, d'arrière-pensée. Mais tout ce qu'elle y trouva fut une sincérité désarmante. « D'accord, dit-elle finalement dans un souffle. « J'accepte, mais à une condition. »« Laquelle ?» demanda Victor. « Raymond, le patron du café. Il a été comme un père pour moi ces derniers mois. Je veux pouvoir continuer à le voir. » Victor sourit, visiblement soulagé. « Bien sûr, Raymond sera toujours le bienvenu chez nous, et tu pourras lui rendre visite quand tu voudras. » Un silence confortable s'installa entre eux, comme si un accord tacite venait d'être scellé. Élodie sentit une chaleur inhabituelle l'envahir, non pas la chaleur de la fièvre à laquelle elle était habituée lors des nuits froides, mais celle d'un espoir renouvelé, d'une chance inespérée. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'activités. Victor, fidèle à sa parole, mit en route les démarches administratives pour devenir le tuteur légal d'Élodie. L'assistante sociale assignée à son cas, une femme compréhensive nommée Madame Lambert, fut impressionnée par sa maturité et sa résilience. « Tu as traversé des épreuves qu'aucun enfant ne devrait connaître, » lui dit-elle lors de leur entretien. « Mais tu as une force intérieure remarquable, Élodie. Et maintenant, tu as aussi un réseau de soutien. » La résidence des Dufresne, nettoyée de la présence toxique de Céline, devint progressivement un foyer pour Élodie. Marthe s'occupa d'elle avec une tendresse maternelle, lui apprenant les petites choses qu'elle n'avait jamais eu l'occasion d'apprendre. Comment utiliser les nombreux couverts lors des dîners formels? Comment s'occuper de ses cheveux qu'elle laissait maintenant pousser? Comment naviguer dans ce nouveau monde de privilèges et de responsabilités? Mathieu, quant à lui, devint le frère qu'elle n'avait jamais eu. Ensemble, ils exploraient Paris sous un jour nouveau, non plus comme une jungle hostile où il fallait survivre, mais comme un terrain de jeu rempli de possibilités. Il lui montra ses endroits préférés, l'emmena au cinéma, au théâtre, dans des musées qu'elle n'avait jamais osé visiter malgré leur politique de gratuité pour les jeunes. Victor, occupé à restructurer sa vie après la trahison de Céline, trouvait néanmoins du temps pour s'impliquer dans l'éducation d'Élodie. Il insista pour qu'elle reprenne ses études, interrompues après la disparition de sa grand-mère. Des tests révélèrent un potentiel intellectuel que la vie dans la rue n'avait pas réussi à étouffer, et avec l'aide de tuteurs privés, elle commença à rattraper son retard. Un défunt.
Soir, environ 3 mois après les événements qui avaient bouleversé leur vie, Victor convoqua Mathieu et Élodie dans son bureau. Son visage était inhabituellement solennel. « J'ai reçu des nouvelles de l'inspecteur Moreau aujourd'hui », annonça-t-il. « Céline et Marcel ont été formellement inculpés. Leur procès aura lieu dans quelques mois, mais étant donné les preuves accablantes, il ne fait aucun doute qu'ils seront condamnés. » Mathieu hocha la tête, son visage reflétant un mélange complexe d'émotions. Malgré tout ce qu'elle avait fait, Céline avait été sa belle-mère pendant près d'1 an. Il y avait eu des moments, rares mais réels, où elle s'était montrée presque maternelle envers lui. « C'est étrange, » dit-il doucement. « Je devrais la détester, mais je ressens surtout de la pitié pour elle. Elle était tellement obsédée par l'argent qu'elle en a oublié l'essentiel. » Victor posa une main sur l'épaule de son fils, touché par sa maturité. « Tu as raison, Mathieu. La vraie richesse n'est pas dans nos comptes en banque ou nos propriétés. Elle est dans les liens que nous tissons, dans la confiance et l'amour. Que nous partageons. » Son regard se tourna vers Élodie, et parfois cette richesse nous vient des endroits les plus inattendus. Élodie baissa les yeux, émue. Ces 3 mois avaient transformé sa vie au-delà de tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Elle avait maintenant un toit, une famille, un avenir. Mais plus importante encore, elle avait retrouvé quelque chose qu'elle croyait perdu à jamais, à la foi en l'humanité. « J'ai aussi une autre nouvelle à vous annoncer, » poursuivit Victor. « Les démarches administratives sont terminées. Élodie, tu es officiellement sous ma tutelle légale. » Il lui tendit un document officiel portant le sceau de la République française. Élodie le prit avec des mains tremblantes, parcourant les lignes qui officialisaient son nouveau statut. « Bienvenue dans la famille, Élodie Lacroix-Dufresne, » dit Victor avec un sourire chaleureux. Ce soir-là, après un dîner de célébration, où Raymond avait été invité d'honneur, Élodie se retrouva seule sur la terrasse de la maison, contemplant les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit. Elle pensait à sa grand-mère, se demandant si, de là où elle était, elle pouvait voir le chemin parcouru par sa petite-fille. Mathieu la rejoignit, s'accoudant à la balustrade à côté d'elle. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, savourant simplement la présence l'un de l'autre. « Tu sais, » dit finalement Mathieu, « avant tout ça, je me sentais souvent seul, même entouré de tout ce luxe, même avec papa qui m'aime, mais qui était toujours occupé. Il manquait quelque chose. » Élodie acquiesça, comprenant parfaitement ce qu'il voulait dire. « Et maintenant » demanda-t-elle doucement. Mathieu se tourna vers elle, son visage éclairé par un sourire sincère. « Maintenant, je me sens complet. C'est comme si tu étais la pièce manquante de notre puzzle familial. » Élodie sentit les larmes lui monter aux yeux, non pas des larmes de tristesse ou de désespoir, comme celles qu'elle avait si souvent versées dans la solitude des ruelles parisiennes, mais des larmes de gratitude et de joie. « Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse changer ainsi, » murmura-t-elle, « que je puisse passer de la rue à tout ça. » Mathieu prit sa main et la serra doucement. Parfois, les plus beaux changements, ça naissent des situations les plus inattendues. Si je n'avais pas été en danger ce jour-là, si tu ne m'avais pas trouvé, si ta belle-mère n'avait pas été une arriviste sans scrupules, ajouta Élodie avec un petit rire. Ils rirent ensemble, conscients de l'étrange ironie du destin qui les avait réunis. Dans la maison derrière eux, Victor observait discrètement cette scène touchante. En l'espace de quelques mois, sa vie avait été bouleversée. Il avait perdu une épouse mais gagné une fille, découvert la trahison, mais aussi la loyauté la plus pure. Et en regardant ses 2 enfants, que tout aurait dû séparer, mais que le destin avait réunis, il comprit que parfois les véritables trésors se trouvent là où on les attend le moins, dans le cœur d'une jeune fille des rues, qui, malgré toutes les raisons qu'elle aurait eues d'être endurcie par la vie, avait choisi la compassion et le courage. Fin de l'histoire, cher auditeur. Nous espérons que l'histoire d'Élodie et Mathieu vous a touché. Pour continuer cette aventure émotionnelle, nous avons préparé une liste de lectures spéciales, avec des histoires tout aussi captivantes. Vous la trouverez en cliquant sur le lien à votre gauche. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un j'aime à cette vidéo. Chaque jour, nous vous